Mes chers abonnés, bienvenue à vous. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre écoute, et votre cœur ouvert à chaque histoire. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à écrire des récits vrais, tristes, puissants, comme la vie elle-même. Que la paix, la sagesse et la force soient toujours avec vous. Il lui a pris toutes leurs économies. Il a cru qu'il la détruisait. Mais c'est elle qui est repartie millionnaire de force, de foi, de liberté. La découverte. L'aube n'est même pas encore vraiment là. À peine une lueur grise filtre à travers le rideau troué de la petite chambre. Sur le matelas posé à même le sol, Mata ouvre les yeux d'un coup, comme si son corps avait senti qu'il n'avait plus le droit de dormir paisiblement. Elle tourne la tête. À côté d'elle, Milo, 9 ans, dort profondément, ses bras enlacés autour de son petit frère de 3 ans. Même dans ses rêves, Milo veille sur lui. Une goutte de tendresse perce le cœur de Mata. Mais la peur revient tout de suite. Elle se lève sans bruit, cale le drap sur le ventre de ses enfants pour qu'il n'ait pas froid. Ses pieds nus frôlent la dalle glacée. Dans la cuisine exiguë, elle allume la vieille gazinière, fait chauffer de l'eau pour le thé. La flamme hésite, la casserole est cabossée. Elle soupire. Ses yeux piquent, trop de nuits sans sommeil. Elle aperçoit, sous un torchon, une pile de papier que Mao a laissé sur la table. Des factures, des pubs. Et une enveloppe plus épaisse, à l'entête de la banque. Un relevé bancaire. Une boule se forme dans sa gorge. Son esprit se souvient de la fois où Mao l'a accusé de fouiner dans ses affaires. Elle pose la main dessus, retire ses doigts, hésite. Mais quelque chose au fond d'elle, peut-être l'instinct d'une femme trop longtemps trompée, la force à regarder. Ses doigts tremblent quand elle ouvre l'enveloppe. Elle lit la première ligne. Ses yeux vont directement au bas de la page. Solde, 0 francs CFA. Elle croit mal voir. Elle cligne des yeux, rapproche le papier de ses yeux fatigués. Des colonnes de virements apparaissent. Les dates, régulières. Les sommes, énormes. Et toujours un nom répété comme une insulte, Mina. Sa main lâche presque la feuille. Tout son corps se met à trembler. Tout. L'argent qu'ils ont mis 10 ans à économiser. Les petites coupures qu'elle a refusé de dépenser pour acheter une robe neuve. L'argent qu'elle mettait de côté pour acheter un terrain, pour que Milo ne manque jamais d'école, pour que son petit frère ait un lit à lui. Disparu. Son souffle se coupe. Ses jambes se plient. Mata tombe à genoux sur le carrelage glacé. Une larme tombe sur le relevé. Puis une autre. Sa respiration devient courte, sifflante. Ses souvenirs défilent comme un film qu'elle n'a jamais voulu voir. Mao qui rentrait tard en prétendant rencontrer un client. Ses messages brusquement coupés. Son parfum qu'elle ne reconnaissait plus. Ses colères quand elle posait des questions. Tout explose dans sa poitrine. Un bruit la réveille, la casserole déborde, l'eau bouillante glisse sur la plaque brûlante. La vapeur lui brûle la main mais elle ne réagit pas. Elle est figée. Elle entend soudain un petit gémissement. Milo apparaît, debout sur le seuil de la cuisine, les yeux encore gonflés de sommeil. « Maman, tu pleures ?» Mata essuie ses larmes d'un revers de poignet. Elle fourre le relevé sous les factures, comme si le cachet allait rendre la douleur moins réelle. Elle ramène son fils contre elle, le serre fort. Son cœur bat trop vite contre sa poitrine. Elle ne sait pas encore comment elle va faire. Elle ne sait même pas où trouver un morceau de pain pour demain. Mais elle sait une chose, Milo ne la verra plus jamais s'effondrer. Pas devant lui. Pas tant qu'elle aura un souffle dans la poitrine. La confrontation. La journée est passée comme un brouillard pour Mata. Elle a préparé le petit déjeuner avec un nœud à l'estomac, déposé Milo à l'école sans laisser paraître ses larmes. À la boutique du quartier, elle a payé son riz avec ses dernières pièces, le regard fuyant celui de la vendeuse qui, elle, savait déjà. Tout le monde savait, sauf elle. Le soir, la maison est silencieuse. Les enfants ont mangé du riz blanc sans sauce. Milo a posé 1000 questions auxquelles elle n'a pas su répondre. Maintenant, il dort, un bras sur son petit frère, sur le vieux matelas dans le salon. Mata s'assoit dans le fauteuil usé. Sur la table basse, bien en vue, le relevé bancaire est posé, ouvert. La lampe nue balance une lumière jaune et tremblante. Elle attend. Une clé tourne dans la serrure. La porte s'ouvre. Mao entre, nonchalamment, un sachet de pain dans une main, ses écouteurs dans les oreilles. Quand il la voit, assise, droite comme un piquet, il fronce les sourcils.
Pourquoi tu restes là, dans le noir? Mata ne répond pas. Elle désigne la feuille d'un signe de tête. Sa voix est basse mais tranchante. C'est qui, Mina? Un silence. Mao hausse un sourcil. Il retire un écouteur, pose le sachet sur la table. Quoi? T'as fouillé dans mes affaires? Elle le regarde, les yeux rougis par la fatigue, mais sans une larme. Ne retourne pas la question contre moi. Dis-moi juste pourquoi NOS Économie ont disparu. Pourquoi tout est allé sur le compte de ta maîtresse? Mao soupire, se frotte le front. Il essaie de sourire, mais c'est un rictus. Mata, arrête tes histoires. J'ai travaillé pour cet argent aussi. Je fais ce que je veux. Elle se lève d'un bond, la chaise grince sur le carrelage. Elle lui met presque la feuille sous le nez. 10 ans. 10 ans de privation. On s'est serré la ceinture pour acheter un terrain, pour scolariser Milo, pour avoir un toit. Et toi, tu donnes tout à Mina? Mao éclate d'un rire sec qui claque dans la pièce sombre. Ah. Donc ça y est, tu fais la victime? Et moi alors? Tu sais ce que je vis? Avec toi c'est toujours des plaintes, des reproches. Elle au moins, elle me comprend, Mina. Elle est douce, elle me respecte. Les mots sont comme un coup de poing dans le ventre. Mata chancelle mais ne répond pas. Elle sent qu'un cri se coince dans sa gorge. Elle murmure, presque pour elle-même. Et tes enfants? Et nous? Mao tape du plat de la main sur la table. Le sachet de pain tombe au sol. Aime s'enfant. C'est mon argent aussi. Et puis quoi? Tu veux me faire passer pour un monstre? Derrière le rideau, une silhouette se fige. Milo, réveillé par les éclats de voix, regarde son père sans comprendre. Ses petits poings serrés tremblent. Mao attrape ses clés, furieux. Il lance un dernier regard à Mata, un regard froid, presque méprisant. Quand tu seras calmé, tu me rappelleras. Il claque la porte. Le bruit résonne comme un coup de tonnerre. Mata s'effondre sur le fauteuil. Son corps tremble de rage, de peur, de honte. Elle sent une petite main se glisser dans la sienne. Milo, pieds nus, larmes silencieuses, pose sa tête contre son bras. Maman, papa va revenir? Elle lui caresse les cheveux, cherche un mensonge réconfortant, mais aucun ne vient. Elle embrasse son front. Papa est parti, mon fils. Mais maman est là. Dans sa tête, une voix martèle. Plus jamais. Plus jamais ils ne dépendront de lui. L'humiliation. Les jours passent, mais pour Mata, chaque matin est un poids sur sa poitrine. Dès qu'elle met un pied dehors, elle sent les regards. Les murmures la suivent partout comme une ombre sale. Devant la boutique de Fatou, au coin de la rue, les voisines font semblant de baisser la voix. Elle est restée toute seule, tu sais. Mao vit avec Mina, il paraît qu'elle est plus jeune, plus belle. Elle a tout perdu, même son alliance, dit-on. Mata baisse la tête. Elle serre son panier contre sa hanche pour empêcher ses mains de trembler. Au marché, la vendeuse de riz la regarde avec une pitié qu'elle ne supporte pas. Mata, aujourd'hui tu paies plus tard, d'accord? Prends ce qu'il faut pour les enfants. Mata bredouille un « merci », presque inaudible. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Elle pense à Milo, qui l'attend à la maison. À son petit frère, trop petit pour comprendre. Mais surtout, elle pense à Mao et Mina, là-bas, sous le même toit, sans scrupule, pendant qu'elle compte les grains de riz pour nourrir ses fils. Le soir, quand elle rentre, Milo l'attend sur le seuil. Ses chaussures sont encore trop grandes pour lui, mais il insiste pour les porter, comme papa. Il a les yeux rouges. Elle sent qu'il a pleuré en cachette. Il chuchote, comme s'il avait peur d'enfoncer un clou déjà rouillé. Maman. Aujourd'hui, Moussa m'a dit à l'école que papa ne reviendra plus. Que papa vit avec une nouvelle maman. C'est vrai. Les mots lui coupent la gorge. Mata s'accroupit, pose ses mains sur ses épaules frêles. Elle respire lentement. Elle cherche la phrase qui ne va pas tout briser en lui. Écoute-moi bien, Milo. Papa a choisi d'aller ailleurs. Mais toi, tu n'as rien à te reprocher. Ce n'est pas de ta faute. Et moi, je serai toujours là. Milo baisse la tête. Une larme silencieuse coule sur sa joue poussiéreuse. Il hoche la tête, la serre contre lui. La nuit tombe. Mata prépare du riz blanc, encore, sans sauce, sans viande. Elle s'assoit dans le silence, le dos contre le mur fissuré. Les enfants dorment,
entassé sur le matelas posé à même le sol. Son regard se perd dans la pénombre. Ses doigts, nerveux, tapotent sur ses genoux. Et là, comme une réponse, ses yeux tombent sur le coin du lit. Sous la couverture trouée, un morceau de métal luit faiblement dans la lumière tremblotante de l'ampoule nue, sa vieille machine à coudre. Elle avait oublié qu'elle était là. Un sourire, presque brisé, étire ses lèvres. Elle murmure, comme si elle parlait à une amie fidèle. « Toi, au moins, tu ne me trahiras pas. » Cette nuit-là, Mata ne dort presque pas. Mais pour la première fois, elle ne pleure pas non plus. Elle serre Milo contre elle, la main posée sur le métal froid de la vieille machine. Dans un coin de son cœur, une petite graine se réveille. Elle ne sait pas encore comment. Mais elle sait qu'elle va se relever. La résilience. Le lendemain, avant même que le soleil ne perce entre les tôles du toit, Mata est déjà debout. Ses enfants dorment encore, tassés l'un contre l'autre sous une couverture trop fine pour ce froid du matin. Elle les regarde, la gorge nouée. Dans un coin de la chambre, sous le vieux drap, elle devine la silhouette cabossée de sa machine à coudre. Elle tire dessus, soulève la poussière. Ses doigts effleurent le métal rouillé. Elle souffle dessus comme pour chasser les mauvais souvenirs. Elle s'assoit sur le tabouret bancal, tire une chemise usée du panier à linge. Une chemise de Milo, trouée au coude, raccommodée déjà 1000 fois. Elle enfile le fil dans l'aiguille, respire. Les premières heures, la machine grince. L'aiguille se coince, la bobine s'en mêle. Elle pique ses doigts, jure à voix basse. Mais plus elle avance, plus ses mains se rappellent les gestes qu'elle croyait oublier. Vers midi, une voisine, Adja, passe la tête par la porte entr'ouverte. « Mata? C'est toi qui fais encore de la couture ?» Mata relève la tête, essuie la sueur sur son front. « Oui, un peu. » Adja entre, un pagne coloré à la main. « Tu peux me raccourcir ça pour dimanche? J'ai un baptême. » Elle hésite, puis sort une pièce de son boubou. Mata la regarde comme un trésor, la première pièce qui ne vient pas de Mao. Elle travaille toute l'après-midi. Le lendemain, une autre voisine vient. Puis une autre. Les rumeurs vont vite dans le quartier. Mata coud bien. Pas cher. Rapide. La nuit, elle attend que Milo et son petit frère dorment pour continuer. Ses doigts saignent, ses paupières se ferment toutes seules. Parfois, elle pique dans sa chair, pousse un petit cri de douleur mais son cœur bat plus fort que la fatigue. À chaque billet qu'elle glisse dans la petite boîte en fer sous son lit, elle sent un morceau de sa dignité revenir. Une nuit, une cliente riche du quartier lui laisse un lot de boubous de cérémonie à retoucher. Des tissus en basin qui coûtent une fortune, soyeux et délicats. Quand la cliente s'en va, Mata reste devant le tas de tissus comme devant un trésor. Ses mains tremblent. Et si elle rate? Et si elle abîme? Elle n'a pas de quoi racheter. Mais dans sa poitrine, une petite voix souffle. « Tu n'as plus rien à perdre, Mata. Vas-y. » Elle se lave les mains, s'attache les cheveux, s'assoit bien droite. Elle prie à mi-voix. « Seigneur, je n'ai plus que ça. Protégez-moi de l'erreur. » L'aiguille court sur le tissu, le bruit mécanique remplit la nuit. Parfois Milo se réveille et la regarde, ses grands yeux brillants dans l'obscurité. « Maman, tu ne dors pas. » Elle lui sourit, le couvre d'un vieux pagne. « Dors mon fils. Je travaille pour toi. » Quand elle remet les boubous, la cliente lève les bras au ciel. « C'est plus beau qu'en boutique. Mata, tu as des doigts d'or. » Elle lui glisse un billet neuf dans la main. Mata le serre comme un secret précieux. Elle court dans sa chambre, le range dans la petite boîte. Elle pleure, mais cette fois ses larmes sont différentes, elle lave sa peur. Cette nuit-là, quand elle s'allonge enfin, épuisée, ses mains sentent encore l'odeur du tissu neuf. Elle murmure à la machine posée au pied du lit. « Merci. Grâce à toi, je me relèverai. » La rencontre inattendue. Les semaines passent, puis des mois. Dans la petite cour de Mata, le bruit de la vieille machine est devenu un chant familier. Les voisines se bousculent presque pour déposer leurs boubous, leurs pagnes déchirés, leurs robes de baptême. Le salon s'est transformé en atelier improvisé. Des fils de toutes les couleurs pendent au mur, des coupons de tissu empilés sur une natte. Mata, souvent penchée sur sa machine jusqu'au milieu de la nuit, sent ses reins lui brûler. Mais ses yeux brillent d'une force neuve. Chaque billet gagné, chaque commande livrée est comme une pierre posée pour reconstruire sa dignité. Milo, lui, regarde sa mère différemment. Il ne demande plus si papa reviendra.
Il l'aide à ranger les chutes de tissu, compte même parfois les pièces avant de les cacher dans la vieille boîte sous le lit. Pour lui, Mata redevient le pilier qu'on ne peut pas renverser. Un après-midi, une cliente du quartier riche débarque à l'improviste. Une grande dame, parfumée, lunettes de soleil, pagne brodée. Elle tient une robe en main. Mata, ma couturière m'a lâché. Il faut que tu retouches ça pour le mariage de ma sœur. 3 jours, pas plus. Mata hésite, le tissu est fragile, hors de prix. Mais elle entend une voix au fond d'elle. Ose, Mata. C'est ton moment. Elle accepte. 3 nuits blanches, un ourlet raté, refait, rebrodé. Au matin, ses cernes semblent creusées au couteau. Quand elle remet la robe, la cliente écarquille les yeux, les fleurs du bout des doigts. C'est plus beau que ce que ma couturière aurait fait. Elle la paie, plus que ce qu'elle avait demandé. Mais surtout, elle murmure en partant. Je vais parler de toi. Tu mérites mieux qu'une cour en terre battue. Mata sourit poliment. Elle se dit que c'est encore des paroles pour briller. Mais 2 semaines plus tard, la même cliente l'appelle. Je veux que tu viennes livrer une tenue chez ma sœur. Viens propre, coiffée, je veux que tu la rencontres. Mata emprunte un boubou propre à sa voisine. Elle attache un foulard net, se lave les mains jusqu'à en faire pâlir ses cicatrices. Elle traverse un quartier qu'elle n'a jamais osé visiter, où les villas ont des grilles dorées et les enfants jouent avec des vélos flambant neufs. Elle tremble, son paquet soigneusement plié contre sa poitrine. Quand elle arrive, on la fait patienter dans une véranda ombragée. Des plantes luxuriantes, des meubles importés. Mata ne sait pas où poser ses yeux. C'est là qu'un homme, assis sous un grand parasol, l'observe. Il a un regard doux mais ferme, une chemise parfaitement repassée. C'est Monsieur Sadio, l'un des plus gros commerçants du quartier. Un homme qu'elle n'a vu que de loin, dont tout le monde dit qu'il aide les petits artisans prometteurs. Il tapote la table de ses doigts, la désigne. Vous êtes bien Mata? La couturière dont tout le monde parle. Elle baisse la tête. Oui, monsieur. Il prend la tenue, la déplie, inspecte les coutures, retourne l'ourlet, sourit. Vous avez appris ça toute seule? Sans atelier, sans apprenti? Mata se racle la gorge. J'ai appris quand j'étais jeune. Et puis j'ai arrêté. Maintenant, je reprends. Il rit doucement, sans moquerie. Vous avez plus de talent que beaucoup qui sortent des grandes écoles de couture. Elle ne sait pas quoi répondre. Son cœur bat trop fort. Elle a peur de se laisser bercer par des promesses. Mais Monsieur Sadio sort un petit plan plié. Il le déplie sur la table basse, un local vide, quelques machines modernes, un budget. J'ai un projet. Un petit atelier. Je fournis le local, le matériel de base. Vous produisez, vous vendez. On partage les bénéfices. Ça vous tente? Mata reste muette. Ses mains se mettent à trembler. Elle pense à Mao, à Mina, à la casserole vide, à ses nuits sans sommeil, au rire de Milo. Elle ferme les yeux une seconde, entend la voix de sa mère disparue. N'aie plus peur, ma fille. Elle relève la tête, son regard soudain ferme. Oui, monsieur. Je veux bien essayer. Quand elle repart ce jour-là, un petit trousseau de clés au creux de sa main, ses pas sur la route poussiéreuse lui semblent plus légers qu'ils ne l'ont jamais été. La revanche. 3 ans ont passé depuis le jour où Mata a pris ce trousseau de clés dans la main tremblante. 3 ans où ses doigts ont cousu sans relâche, où ses nuits se sont remplies de croquis griffonnés sur des bouts de papier, de factures triées à la lueur d'une lampe, de « Maman, tu dors pas », murmurées par Milo qui la voyait lutter pour eux. Aujourd'hui, la petite cour poussiéreuse est devenue un véritable atelier, puis une boutique. Puis 2. Un panneau au-dessus de la porte porte fièrement son nom, Couture Mata. Les voisines qui la montraient du doigt viennent maintenant supplier qu'elle embauche leur fille. Les femmes seules, les mères abandonnées, celles qui n'osaient pas relever la tête, trouvent chez Mata un petit salaire, une place, un respect. Elle n'est plus la femme trahie, humiliée. Elle est devenue Maman Mata, la patronne. Les clientes viennent de partout, même de Dakar, même de l'étranger. Une étudiante partie en Europe lui a commandé un boubou qu'elle a montré sur les réseaux. Depuis, Mata emballe des colis pour des femmes qu'elle ne verra jamais, mais qui connaissent son nom. Et Milo, grand maintenant, la regarde avec fierté. Il aide à l'atelier après l'école, note les commandes, compte la caisse. Parfois, le soir, il la serre dans ses bras en chuchotant. On n'a plus besoin de lui, hein maman? Et elle lui répond toujours. Non mon fils.
On n'a besoin de personne. Mais ce soir-là, la pluie tambourine contre les vitres de la boutique fermée. Mata trie ses papiers, range ses ciseaux, quand on frappe à la porte. Un coup, puis deux, puis trois. Elle ouvre. Et là, dans l'encadrement mouillé, se tient Mao. Il a maigri. Ses habits sont froissés, trop grands. Ses chaussures sont trouées, ses yeux fuyants. Derrière lui, la nuit noire semble le recracher comme un déchet. Mata sent son cœur cogner, mais pas de peur, de stupeur presque froide. Mao baisse la tête. Sa voix est un souffle rauque. Mata. Mina m'a tout pris. Elle m'a vidé comme un chien. Elle est partie. J'ai plus rien, plus personne. Mata reste silencieuse. Son regard glisse vers Milo, devenu adolescent, qui sort de l'arrière-boutique. Il voit son père, reste immobile, la mâchoire crispée. Sans un mot, il se place devant sa mère, comme un bouclier. Mata pose sa main sur son épaule. Elle avance d'un pas. Elle regarde cet homme qui, jadis, l'a laissée pour morte, l'a volée jusqu'au dernier billet, jusqu'à sa fierté. Sa voix est calme. Presque douce. Tu dis que Mina t'a pris ton âme? Moi, tu m'as pris mes larmes, mes nuits, ma jeunesse. Aujourd'hui, tout ça, tu ne peux plus le reprendre. Mao tente un pas vers elle. Juste, une chambre, une chance, Mata. Elle sourit. Pas un sourire de cruauté, un sourire de délivrance. Va frapper chez celle qui t'a tout pris. Ici, il n'y a plus rien pour toi. Elle referme la porte sans hausser le ton. De l'autre côté, la pluie continue de tomber. Peut-être lave-t-elle les souvenirs. Peut-être pas. La liberté retrouvée. Quelques semaines plus tard, Mata marche pieds nus sur une plage qu'elle ne connaissait que dans ses rêves. Milo, son petit frère et elle rient en courant après les vagues. Elle relève sa jupe pour sentir le sable mouillé sous ses pieds. Elle regarde l'horizon, l'océan sans fin. Elle repense à la vieille machine, au riz sans sauce, aux nuits de douleur. Elle inspire. Elle sourit. Elle n'est plus une femme abandonnée. Elle est celle qui s'est relevée seule, morceau par morceau, point après point, comme un tissu qu'on recoue patiemment. Elle est Mata. Millionnaire en argent, en courage, en dignité. Et surtout, libre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.